commence tout de suite la lecture et puis je vais vous parler du livre après. Enfin, je vais essayer de vous en parler. Si je préfère de beaucoup l'autobus au métro, et je choisis alors une place sur la plateforme, c'est encore à pied que j'aime le mieux me déplacer. Sollicité à tout instant par ce qui s'offre à mon regard, j'ai du plaisir à ignorer les raccourcis pour rentrer chez moi. J'habite Paris, dans le 11e arrondissement, au 7 de la rue Oberkampf, avec ma mère et mon petit frère Alex, seul. Mon père est mort lorsque j'avais 2 ans, en juillet 1942, ou un peu après, on ne sait pas exactement. Il est mort comme sont morts Gerd Wolf, qui habitait au 8, comme la famille Polkowska, qui demeurait au 18, comme les Kristalka au 38, les Varga au 13 et de Dinek au 16. Ceux-là, je connais leurs noms pour avoir entendu souvent ma mère les nommer. Les noms toujours, suivis de l'adresse, chaque fois, comme pour ne pas oublier. C'est à peu près tout ce que je sais d'eux. Sur mon père, j'en sais un peu plus, mais pour le décrire, il faut que je regarde sa photo. Il y en a une, dans un cadre de cuir brun, posée sur le buffet de la salle à manger. Mais comme toutes les photographies dont la place reste inchangée, avec l'habitude, on finit par ne plus la voir. Ma mère parle peu de son enfance, et peu du temps d'avant ma naissance, des rêves qu'elle avait partagés avec mon père, juste un nom parfois ou une date. Mes parents sont nés à Pchetik, un village de Pologne, pas très loin de Radom, dont la majorité de la population était juive. Ils s'étaient connus, je crois, au cours de la manifestation de protestation qui avait suivi le pogrom déclenché par des fascistes polonais. Il y eut plusieurs morts et plus d'une centaine de blessés. C'était le 9 mars 1936. Ma mère avait 19 ans, mon père 21. Ils se marièrent l'année suivante. Orpheline de père, ma mère, née Anna Horowitz, devint Anna Appelbaum. Peu de temps après, sur l'insistance de mon père, ils quittèrent la Pologne pour venir vivre en France, bientôt rejoints par ma grand-mère maternelle, que ma mère ne s'était pas résignée à laisser seule. Faire un récit pour l'époque, ma mère était son seul enfant. J'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'avant la naissance de ma grand-mère, morte l'an passé, que j'appelais Doubler, puisque c'était ma grand-mère, avait eu un premier enfant, un garçon qui mourut très jeune de je ne sais plus quelle maladie. Arrivé en France, mon père, qui se prénommait Gargo, se fit appeler Jacques. Ma mère garda son prénom. Après avoir habité quelque temps dans un petit hôtel du passage Kouchner, mes parents s'installèrent au 7 de la rue Oberkampf, au fond de la cité Clouson, près du Circulaire. Dans cette cité constituée de cours et d'impasses, où souvent, lorsque j'y entre, je me revois petit, un menuisier ou un charpentier, je ne sais plus, y avait longtemps travaillé. Il se faisait livrer des arbres entiers débités en planches sur lesquels, enfants, nous jouions, malgré les nombreuses mises en garde qui nous étaient adressées. Peut-être, du moins j'ai mal pensé, n'était-ce pas le hasard, mais le caractère villageois et familier de ce lieu peuplé d'artisans qui avait conduit mes parents, tout juste venus de leur village de Pologne, à venir habiter là. Je suis né le 2 mai 1940. Ma mère aurait souhaité m'appeler Joseph, du nom de mon grand-père maternel, Yossel Berich, mais c'était déjà la guerre, et la sagesse avait incité mes parents à me prénommer Bernard. Mon père a été arrêté en juillet 1942, quelques jours après la rafle de Veldiv, dans des circonstances sur lesquelles je reviendrai. Il avait jusque-là été employé en qualité de coupeur de tige dans une manufacture de chaussures de la rue Julien-Lacroix. J'ai encore chez moi un couteau à parer le cuir que ma mère a conservé avec lequel je taille mes crayons. En 1946, lors d'une soirée de bienfaisance organisée à l'hôtel Intercontinental par l'Union des sociétés juives de France, ma mère retrouva un ami d'enfance, Weiser, originaire comme elle de Pchetik, rescapé d'Auschwitz, qui, après de longs mois d'errance en camp de personnes déplacées, était finalement arrivé à Paris. Bon tailleur, il avait trouvé sans difficulté une place de mécanicien chez un entrepreneur de vêtements pour dames de la rue de Turenne, et curieusement, alors que ma mère empruntait cette rue tous les jours pour se rendre rue des Francs-Bourgeois, où elle était vendeuse dans une bijouterie-joaillerie spécialisée en bijoux anciens, ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Un an après, naît Alex, mon demi-frère. En 1949, Leiser, devenu mon beau-père, décida d'aller voir sa sœur, partie adolescente de Pologne, pour New York, avec l'espoir de devenir danseuse de music hall. L'avion dans lequel mon beau-père avait pris place s'écrasa du côté de l'archipel des Açores. Il n'y eut aucun survivant, il y a de cela 12 ans. Ainsi, je ne me souvenais pas de mon père, mais je me souvenais du père de mon frère, qui lui ne s'en souvenait pas. Alors en exergue de ce texte, j'ai mis une phrase de Patrick Modiano, tirée de livret de famille. Je n'avais que 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. Et à la suite de ce prologue, donc précédant le roman proprement dit, il y a un texte d'Henri Calais, que j'ai trouvé dans Le Tout sur le Tout. Je vadrouille autour de mon passé, j'en ramasse ici et là de nouveaux morceaux, il en traîne un peu partout. Je tâche à le reconstituer, comme si l'on pouvait exister une fois de plus. Alors le premier chapitre, ce narrateur, Bernard, donc, qui a 20 ans, se promène à Belleville et rencontre quelqu'un qui s'appelle Robert comme moi, puis comme moi parce qu'il est devenu un personnage, mais en fait dans la vie c'est moi. Et il me rencontre alors qu'on ne s'est pas vu depuis 7 ans, et on se reconnaît, j'étais son moniteur quand il est de vacances. Et il me demande ce que je fais là, et je lui dis, ben voilà, je suis en train de faire un repérage pour un film de Truffaut, Jules et Jim, et je fais des photos que je vais lui montrer, et je repère dans Ménilmontant, Belleville, etc. Et il est un peu étonné parce qu'il se souvient qu'à l'époque de ces pays de vacances, 53-54, j'étais encore tailleur, et je tirais l'aiguille, lecturais dans de ce quartier. Et on se promène comme ça dans Paris, j'aime bien cette promenade. Il se souvient que je parlais un peu de vacances beaucoup de cinéma, et je lui propose, si ça l'intéresse, de faire de la figuration dans Jules et Jim. Et le 2 mai 1961, il arrive sur le tournage dans un café qui n'existe plus, chez Victor, derrière la place des Fêtes. Et là, il voit Jeanne Moreau, Oscar Werner, d'autres comédiens. Il est un peu intimidé. Et il retrouve également une amie à lui qu'il n'a pas vue depuis 7 ans, dont il est amoureux, Laura. Et voilà, le tournage se passe. Et en janvier 1962, il va voir le film avec sa mère. Il est fier de lui montrer le moment où il passe fugitivement dans l'écran. Et puis, en sortant du cinéma, il s'aperçoit que sa mère est bouleversée. Et lui propose, bien que c'est en hiver, en janvier, de rentrer à pied. Et en allant à pied du cinéma Le Vendôme, qui est avenue de l'Opéra, jusqu'à la rue Vercanf, elle lui raconte. Elle lui raconte ce qui a précédé sa naissance, parce que ce qu'elle a vu sur l'écran, c'est l'écho de sa propre vie. Et il se rend compte qu'il a suffi d'un film pour quelque chose de sa propre histoire, il la connaît sans fin. Et en même temps, il s'aperçoit, il se rend compte, peut-être parce que sa mère lui donne le bras en marchant, que sa mère, c'est pas seulement sa mère, mais c'est aussi une femme. À la suite de quoi, sans savoir qu'il cherche quelque chose, il est confronté à des événements, il rencontre des personnes, il y a des amitiés qui se créent, amitiés durables ou éphémères, c'est selon. Et voilà, le livre raconte les années qui vont suivre ce moment